Né dans une famille de modestes commerçants, Jakob Fugger est devenu l'homme le plus riche de son temps. En froid calculateur, il n'a pas hésité à jouer la carte politique. D'un côté, un empereur Habsbourg, de l'autre, un financier. C'est une association tout à fait inédite. Ce n'est pas dans une démocratie, au sein d'une économie de marché, que ce banquier a pu transformer l'affaire familiale en une grande entreprise. C'est en entretenant durant toute sa vie d'étroites relations avec l'empereur Maximilien Ier et la maison de Habsbourg. Si dans le domaine politique, Jakob est obligé de composer, il peut concrétiser ses idées novatrices en matière d'économie. Mais le monde où il vit n'a rien à voir avec le nôtre. La Fuggerei est aujourd'hui un havre de paix qui baigne dans une atmosphère Biedermeier. La construction, il y a 5 siècles, de cet ensemble de logements sociaux marque une orientation importante de l'entreprise familiale vers des valeurs philanthropiques. Le marchand d'Augsbourg est ouvert aux méthodes les plus innovantes en matière d'économie, mais lorsqu'il s'agit de morale et de tradition religieuse, il se plie aux critères du Moyen-Âge. On assiste au début du XVe siècle à de profonds bouleversements. L'éthique chrétienne se heurte à la nouvelle économie monétaire. Les intérêts simples et capitalisés, interdits jusque-là en raison de principes moraux, sont indispensables au développement économique. Or, Jakob Fugger est enraciné dans la foi catholique. Comment va-t-il s'accommoder de cette contradiction? On ne peut pas faire d'affaires, surtout à un certain niveau, si on ne prend pas d'intérêt. L'économie monétaire est une économie d'intérêt. Elle ne peut fonctionner autrement. Mais le droit canon interdit cette pratique au début du Moyen Âge. Par la suite, selon la thèse de l'historien français Jacques Le Goff, les théologiens inventent le concept de purgatoire, entre le paradis et l'enfer. Ainsi, les commerçants se sentent autorisés à exercer pleinement leur activité sans être tous promis à l'enfer. J'imagine qu'au Moyen Âge, une grande partie de la population a fini par trouver ces règles sociales très contraignantes. L'Église déterminait ce qui était juste ou non, d'où venaient les hommes, où ils allaient. Tout était régi par une institution dominante, dont le pouvoir s'est affaibli avec le développement du secteur monétaire. Cet éloignement de l'Église a certainement été un paradigme libérateur, comparable à la rupture qui s'opère actuellement avec l'industrie financière. Je pense que les Fugger ont joué un rôle fondamental dans ce processus, qu'ils ont servi de modèle à beaucoup de leurs successeurs et qu'ils ont pu de cette façon accumuler des fortunes colossales grâce à leur production. 1519 est une année importante pour Jakob Fugger. Le Saint-Empire romain germanique est une monarchie élective. Or, Maximilien Ier veut que son petit-fils Charles, déjà roi d'Espagne, lui succède. Mais les rois de France et d'Angleterre sont sur les rangs. Les prétendants au trône tentent d'éliminer leurs rivaux en versant d'importants pots de vin aux princes électeurs. C'est la première épreuve pour l'alliance entre les Fugger et le futur Charles Quint. Le descendant de la maison de Habsbourg affecte une certaine répugnance à traiter avec un parvenu d'Augsbourg, ce qui touche Jakob. Les temps ont changé depuis mon élection à la tête de l'Empire. Les princes électeurs sont devenus plus avides. Nous savons que le roi de France leur fait miroiter plus. Vous ne croyez tout de même pas à cette grossière mascarade? Entre nous, vous me devez bien ça, Fugger. Avec tout le respect que je vous dois, Majesté, c'est vous le débiteur que je sache? Les créanciers et les débiteurs. Si la maison de Habsbourg décline, elle entraînera les Fugger dans sa chute.
Sincèrement, vous avez déjà tous les droits sur les concessions minières. Cette fois, il s'agit d'un crédit que notre maison ne peut assumer. Je pourrais vous offrir des biens-fonds. Je vous parle de terre. Ces choses ne retournent pas sur le marché, hélas. Je n'ai jamais souhaité être un administrateur de biens. Par contre, je me verrais assez propriétaire d'un fonds noble. Marché conclu. Si c'est cela que vous désirez, je vous fais compte. Franchement, à quoi bon nous disputer, Fugger? Depuis notre rencontre, nous avons tous deux pris de l'âge. Et nous restons, quoi qu'il arrive, dépendants l'un de l'autre. Puisse Dieu maintenir les choses ainsi, Votre Majesté? On peut voir aujourd'hui encore certains des nombreux présents que les Fugger ont reçus en échange de leurs services. Le comté de Weisenhorn en fait partie, et l'on compte aussi parmi ses largesses plusieurs titres de noblesse. Jacob se soucie peu d'être élevé au rang de comte du Saint-Empire, mais il ne se sent pas respecté par le jeune prétendant au trône impérial. Tu vois, Schwartz, il ne veut pas de notre aide, c'est clair. Il est influencé par quelqu'un. Les Welser. Et quelques autres bailleurs de fonds. Certains veulent remplir leur coffre en nous laissant sur le bord du chemin. Pendant que ce jeune homme de sang impérial passe son temps à nourrir des rêves idéalistes. Maximilien était un peu pareil, non? Avec ses rêves de noble chevalerie. Tu as raison. Mais Charles, lui, voit encore plus grand. Cet ambitieux rêve à un empire de droit divin. Cela pourrait lui revenir cher. Charles n'est pas l'unique prétendant. Il y a le roi de France, qui, lui, dispose d'un certain capital. Ne vaut-il pas mieux s'adresser à lui, alors? J'ai déjà essayé. C'est peine perdue. Nous arrivons trop tard. Nous sommes pris dans une spirale infernale. Si Charles échouait, la valeur de nos obligations tomberait en poussière. Nous serions définitivement ruinés. Dans ce cas, j'espère qu'il va vite faire preuve de raison. Son goût prononcé pour la bravade doit être brisé. Was wir heute als Aujourd'hui, on peut considérer cela comme une manœuvre de corruption. Mais c'était alors courant en politique. Cette manière de choisir le monarque permettait de déterminer de nouveaux rapports de force. Il était essentiel pour la réussite du projet de Maximilien Ier que Jacob Fugger se place dès le début aux côtés du prétendant de la maison de Habsbourg. C'était pour les princes électeurs une garantie que l'accord financier serait honoré. L'empereur Maximilien Ier, le dernier chevalier, comme il se qualifie lui-même, meurt en 1519. Jacob doit alors prendre une décision. Il accorde à Charles un crédit de 600 000 florins pour son élection et ce dernier l'emporte. Mais par la suite, le nouvel empereur ne cache plus son mépris pour le banquier. Je t'informe que nous avons donné l'ordre au commissaire, de même qu'au conseil, d'engager, et ce en notre nom, des négociations avec toi. Tu pourras voir tout cela en détail avec eux. Notre résolution est la suivante. Il faudrait qu'en cette affaire, tu prêtes foi au conseil comme si nous traitions directement ensemble. Et que tu te montres, autant que faire se peut, bienveillant avec eux. De notre côté, nous ferons preuve en échange de gratitude et de sollicitude à ton endroit. De notre côté, nous ferons preuve en échange de gratitude et de sollicitude à ton endroit. Nous te témoignerons tous notre extrême reconnaissance. Cette missive n'est qu'une preuve de plus de sa défiance. Nul doute il répugne à se rapprocher d'un commerçant. Nous serons fort peu à la fête avec lui. Mais nous allons être obligés de composer avec. Dieser neue Herrscher und
Le nouveau souverain et Jakob Fugger ne se connaissent pas encore vraiment. Le petit-fils de Maximilien Ier a grandi dans les Flandres, à la cour de Bourgogne. Après son accession au trône d'Espagne, il a eu l'occasion de rencontrer les Fugger lors de certaines tractations financières, mais ils n'ont pas une relation très étroite. Avec le temps, la relation entre les deux hommes s'améliore. L'occasion d'en tester la solidité se présente lorsque la Ligue des marchands de la Hanse s'oppose aux Fugger qui détiennent le monopole de certains secteurs clés de l'économie. Les lois qui interdisent la constitution d'un monopole sont une protection pour les marchands qui règnent sur l'activité maritime de villes comme Lübeck et Hambourg. Le litige qui menace le développement économique des Fugger est examiné par le tribunal de Nuremberg. Cela oblige Jakob à faire une démarche impensable pour l'époque. C'est arrivé jusqu'ici. Le tribunal ne s'est pas contenté de m'accuser. Ils ont également affiché mon nom dans les rues comme si j'étais un criminel. J'ai l'impression d'avoir été cloué au pilori. Il devient urgent de mettre un terme à cette agitation. Nous sommes d'accord. Prépare-toi à écrire un courrier à l'adresse de l'empereur. Est-ce que tu comptes le prier? Le prier? Je crois qu'il est temps de lui remémorer certaines choses. Prends ta plume. Tout l'Empire est au courant. Et il est de notoriété publique que votre Majesté n'aurait pu obtenir la couronne impériale sans mon aide. Et les manuscrits des commissaires en sont la preuve irréfutable. Ce choix ne m'a pas été dicté par mon intérêt personnel. Si, à l'époque, j'avais choisi de me détourner de la dynastie des Habsbourg au profit de la couronne de France, j'aurais pu faire des bénéfices extraordinaires. Dans cette crise des monopoles, il s'agissait de convaincre les États de l'Empire et l'empereur lui-même que cette accumulation de richesses ne menaçait en rien le bien public, un argument souvent utilisé par la suite. Mais à ce moment, Jakob Fugger peut faire valoir auprès de l'empereur qu'il lui a rendu service et qu'il en attend une contrepartie. C'est ainsi qu'on peut comprendre la fameuse lettre que Jakob Fugger a écrite à Charles Quint à la fin de sa vie. Il lui rappelle qu'il aurait difficilement pu conquérir le trône sans son aide. De la part d'un marchand, c'est tellement énorme qu'on a longtemps pensé qu'il s'agissait d'un faux. Mais j'ai pu prouver que la lettre était authentique. C'est une feuille de papier normale, très simple, mais dont le contenu est important. Bien sûr, aux archives Fugger, nous ne possédons pas l'original. Il doit être chez son destinataire, c'est-à-dire dans les archives de l'empereur. Mais nous disposons d'une copie du XVIIe siècle, exécutée vers 1640. À cette époque, on attachait tellement d'importance à cette lettre qu'on en avait fait faire des copies. Jakob obtient satisfaction. Charles Quint le lave des accusations portées contre lui et montre à tout l'Empire qu'il est disposé à protéger ce bon serviteur. Le banquier a vieilli. Sous sa direction, l'entreprise familiale s'est considérablement développée, ce qui la rend plus vulnérable en temps de crise. Sa relation avec son épouse, Sibylle, est devenue très difficile. Ils s'éloignent de plus en plus l'un de l'autre, malgré les somptueux cadeaux de Jakob. Tu as la beauté des déesses d'antan. Il est somptueux, ce bijou. Un joyau de la cour de Bourgogne. À mes yeux, rien n'est trop cher pour toi. Oh, Jakob, si tu savais. Je ne suis pas une statue de marbre.
Je suis une femme de chair et de sang. Le désespoir de Sibylle est tel qu'elle se révolte. C'est à peine si elle cache sa liaison avec un membre de l'élite d'Augsbourg, Konrad Reilinger. Merci pour cette soirée. Il m'a semblé que nous étions seuls au monde. J'ai éprouvé la même chose. N'y aurait-il pas une issue ? L'attitude de Jacob envers sa femme est aujourd'hui encore une énigme. Exprimait-on différemment ses sentiments à cette époque? Les conventions étaient-elles plus fortes? Ou faut-il chercher les clés de ce comportement dans la personnalité complexe du banquier? Je ne peux en vouloir à cet homme. Peut-être est-ce là ma destinée. Le renoncement. Alors que d'autres, guidés par une naïve franchise, profitent de l'existence. Jacob Fugger se pose également la question de sa succession. Son neveu Anton se montre habile en affaires. Il a travaillé de nombreuses années dans la succursale familiale de Rome et a acquis de l'expérience en traitant avec le Saint-Siège. Je t'observe depuis quelques mois, sans doute plus que tu ne le crois. J'avais cru m'en apercevoir. Je me suis concentré sur toi plus que sur tous les autres. Mais ton cas me laisse assez dubitatif. Je sais que tu es loin d'être un mauvais commerçant. Seulement ça se lit dans tes yeux, tu n'y trouves pas vraiment ton plaisir. Tu n'as pas le zèle nécessaire. Oui, tu as peut-être raison. Dans notre domaine, mon cher, on en exige davantage. Ma devise, vois-tu, c'est augmenter ses profits autant que possible. La partages-tu? Bien sûr. Mais il faut aussi préserver son avoir. Durant les dernières années de la vie de Jacob Fugger, les crises se succèdent. La plus difficile pour lui est certainement celle provoquée par l'avènement de la Réforme. L'Église est ébranlée sur ses bases. À Wittenberg, Martin Luther lance ses attaques contre le Vatican. À Genève, Jean Calvin expérimente son utopie d'un État divin. Dans le Saint-Empire romain germanique, la ville libre d'Augsbourg est elle aussi touchée par l'agitation de la Réforme. Jacob Fugger a importé la Renaissance dans sa cité et avec elle une vision de l'homme qui réconcilie l'individu et sa créativité avec le catholicisme et son apparat. Entre 1480 et 1520, on voit l'art de la Renaissance s'épanouir en Italie et les navigateurs portugais ou espagnols s'élancer sur les mers du monde entier. On assiste également à la libération des dogmes de l'Église catholique. Calvin était un réformateur, pour qui la vie ici-bas passait avant l'au-delà promis par l'Église. Il a développé un concept éthique selon lequel la recherche des biens matériels était compatible avec la vie spirituelle, une vie en accord avec le divin. L'éthique protestante du travail aurait pu séduire un entrepreneur comme Jacob Fugger. Au Moyen-Âge, le travail est perçu comme une épreuve. Avec les réformateurs, il est valorisé. Il devient une preuve de la grâce divine. Jacob Fugger pensait-il autrement que Calvin?
Cette nouvelle approche du travail est encore perceptible de nos jours. Mais aujourd'hui, l'homme n'apparaît plus comme le créateur de son travail. Il fonctionne comme un rouage. L'obsession avec laquelle nous nous consacrons à notre activité professionnelle n'a aucun fondement éthique. Elle ne mène pas à produire du concret, mais du bénéfice. En Allemagne, et en particulier à Augsbourg, les marques que Luther laissera de son passage représentent une autre menace pour Jakob Fugger, pour le marchand, mais plus encore pour le catholique conservateur. En 1520, le réformateur est aux portes de la ville. En 1518, une rencontre mémorable a lieu à Augsbourg, au couvent des Carmélites. On pense que Jakob Fugger en est l'organisateur. Le légat du pape, le cardinal Cayetan, y rencontre Martin Luther, le moine rebelle. Soyez raisonnable. Il est temps d'admettre que vous faites fausse route, cher frère Martin. La Bible nous enseigne que je suis dans le vrai. Ce qui importe par-dessus tout, c'est la foi et la grâce du Seigneur. Protégé sur terre par notre Sainte Église et par le pape, je vous en prie, arrêtez de vous entêter bêtement, Luther. Vous vous épargnerez bien des tracas. La mission de Cayetan est un échec. La vie de Luther est à présent en grand danger. Ses partisans lui font quitter en secret le couvent et le conduisent jusqu'au mur de la ville. Il arrive à fuir par une brèche avant que ses poursuivants ne le rattrapent. Augsbourg devient le centre de la controverse entre protestants et catholiques. On aurait pu imaginer que les Fugger se convertiraient au protestantisme. Leur attitude vis-à-vis du capital était très novatrice et beaucoup estiment que l'éthique protestante avait une affinité avec l'esprit du capitalisme. Or, presque aucun membre de la famille n'a adhéré à la réforme. Jacob était même très critique vis-à-vis de ce mouvement. Il était le financier de l'empereur et Charles Quint voulait que dans son empire, la religion n'ait qu'un seul visage. Il ne pouvait donc voir les choses autrement. Il est clair que le serviteur privilégié de l'empereur ne pouvait pactiser avec le moine de Wittenberg, même si la plupart des écrits de Luther ont été imprimés à Augsbourg. Au début de 1525, les événements se précipitent. On commence à voir les répercussions de la réforme, dont l'homme d'affaires Jakob Fugger saisit difficilement la dimension. Les soulèvements de mineurs et surtout les révoltes paysannes aux alentours d'Augsbourg mettent l'entreprise sous pression. En Souabe, la guerre des paysans s'achève par un massacre des insurgés. Jakob Fugger soutient l'armée des seigneurs féodaux. Il n'arrive pas à être acteur des bouleversements d'une époque dont l'esprit lui échappe totalement. Tous ces gens massacrés. Je n'ai jamais désiré cela. J'ai toujours rémunéré mes employés de manière décente. C'est la faute de ces nouveaux prédicateurs. Ils incitent les gens à la révolte. Ils les encouragent à ne plus faire cas des préceptes en vigueur et à s'affranchir de leur maître. C'est Luther qui leur a mis ça dans la tête. Je n'ai jamais souhaité une telle issue. En 1525, les conséquences de son activité intense durant toutes ces années se font sentir. La fatigue l'envahit et il sent les choses lui échapper. Très vite, il est à l'article de la mort. Il est à présent face à lui-même. Ma fin est proche. Je sens que mes forces m'abandonnent. On quitte le monde tel qu'on y est venu, finalement. Les mains vides. Évite de parler. Cela te demande trop d'efforts. Quand je regarde en arrière, je reste sur un goût d'inachevé. Tu laisses une trace indélébile chez tes contemporains. Cela vaut pour toi aussi. Je me dis que, en fin de compte, ma vie n'aura été qu'anxiété et soucis.
J'ai voulu gagner le plus possible. Personne ne t'a égalé en la matière. Cela m'a conduit à négliger certaines choses. Et je suis resté aussi maladroit qu'un enfant. C'est de toi que je veux parler. Et des affaires de cœur. C'est peut-être là que j'ai dû payer le prix de mes hautes ambitions, mes ambitions mercantiles. Je t'en prie, Jacob. J'en ai bien conscience et j'en garde un goût amer dans la bouche. Je n'aurais jamais été capable de trouver de réponse à la hauteur de ta beauté, ni de ta passion. De sorte que nous sommes restés étrangers. Mais l'ombre imposante de Jakob Fugger s'étend toujours sur Sibylle et Konrad Rellinger. Tu es bien silencieux. Qu'est-ce qui te tourmente? J'éprouve de la honte. Je n'ai jamais rencontré un homme comme Jacob. Qui ait autant de génie et de longanimité. Dire qu'il nous a laissé faire, je n'arrive pas à saisir. Mais je sens bien que c'était un grand homme. Tu as peut-être raison, mais c'est toi qui m'as donné ce qu'il n'a jamais pu me donner. Sibylle. Je n'ai jamais été moi-même en sa présence. Malgré son énergie, il émanait toujours de lui une singulière mélancolie. Sibylle. Je n'ai jamais été heureuse qu'auprès de toi. Je t'en prie, ne sois pas si injuste. Sa tolérance infinie... C'est cette tolérance qui était particulièrement oppressante. L'homme le plus riche d'Europe est mort. Quel a été son rôle dans l'histoire? Situé près de Ratisbonne, le Valhalla est le mémorial des grands hommes de la civilisation allemande. On peut y mesurer l'importance historique de Jakob Fugger, mais doit-on le compter parmi les novateurs de son époque? En 1492, Christophe Colomb découvre un nouveau continent, l'Amérique. En 1509, Nicolas Copernic publie l'ouvrage révolutionnaire dans lequel il expose sa vision héliocentrique du monde. En 1519 disparaît Léonard de Vinci, un génie des sciences et de l'art. Jakob Fugger était un pragmatique plutôt qu'un visionnaire. Aucun autre Allemand avant lui n'a créé une entreprise d'une telle envergure, et pourtant elle continue à se développer après sa mort, grâce à son neveu et successeur, Anton Fugger. Dans ces temps de grands bouleversements, il poursuit la politique de Jacob en amorçant toutefois quelques modifications. Il saisit l'esprit du temps et agit en conséquence. La famille Fugger a une très grande importance et elle demeure dans notre mémoire grâce à deux personnalités géniales, Jacob et Anton. Ils sont fondamentalement différents par leur qualité, leur caractère ou leur mode de gestion. Jacob était un entrepreneur, comme on dirait aujourd'hui, le bâtisseur, l'inventeur de nouveaux concepts économiques. Anton, en revanche, était le patron d'une multinationale.
Il a hérité d'une entreprise de dimension mondiale et il lui a fallu réfléchir à la façon dont il allait pouvoir la mener à travers une époque difficile. Avec la Renaissance, les réseaux politiques et commerciaux s'étendent. Les grands découvreurs, Christophe Colomb, Vasco de Gama ou Bartholomew Dias, ont ouvert à l'Europe de nouvelles voies commerciales. Des villes portuaires comme Lisbonne ou Anvers, portes d'accès à un nouveau monde, sont alors au centre de tous les intérêts. Les Fugger y ont aussi des succursales, et les luttes pour le profit sont âpres. Il faut compter également avec les difficultés engendrées par la piraterie et les catastrophes maritimes. La situation politique est de plus en plus difficile. Sous Charles Quint, le Saint-Empire romain germanique connaît d'abord un immense essor, puis on assiste à un repli avec ses conséquences économiques. Anton pressent cette évolution et s'emploie rapidement à préserver la fortune familiale. Jacob n'aurait sans doute pas approuvé sa politique de stabilisation puisqu'il prélève des fonds dans les affaires commerciales pour les investir dans la terre et la pierre. Ses concurrents ne se montrent pas tous aussi prévoyants. Les Welser subissent de lourdes pertes en Amérique du Sud et en Hongrie. Les nouveaux propriétaires des mines de cuivre doivent admettre qu'ils ne peuvent égaler les Fugger. Les Hongrois ont fini par céder. Nous pouvons reprendre l'exploitation des mines. Sans une once d'organisation, on n'arrive à rien. Et c'est encore plus vrai pour les investissements. Sinon, quelles sont les nouvelles du terrain? Du bon et du moins bon. L'un dans l'autre, les choses s'équilibrent. Des attaques de pillards. Ah, je connais cela, je m'y suis déjà habitué. J'ai pris le temps d'éplucher les comptes. Nous essuyons des pertes. Cela fait des années que ça dure, et ça ne repart pas. La totalité de nos biens se monte à ce jour à 3 millions de florins. Et cela sans compter ce que nous doivent encore les grands débiteurs. Les temps sont de plus en plus agités. Nous avons bien fait d'investir dans des terres et autres biens fonciers. Anton Fugger a lange regiert. Après la mort de Jacob, Anton Fugger est resté à la tête de l'affaire familiale de 1525 à 1560. Cette longue période de gestion lui a permis de poser des jalons pour l'avenir. Il a été un grand stabilisateur. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'ait pas eu d'idées. Il a continué à développer l'entreprise dans des directions intéressantes et novatrices, sans craindre de poursuivre dans des voies qui n'étaient plus dans l'air du temps. Les guerres auxquelles Anton se trouve bientôt mêlé présentent également des situations complexes. Le destin de cet homme aux idées pacifistes est bientôt lié à des conflits dans lesquels la soif de pouvoir politique et la religion jouent un rôle prépondérant. En 1527, une armée de l'empereur catholique envahit Rome. La prise et la destruction de la ville, le sac de Rome, font partie des heures les plus effroyables de cette période. Les lansquenets, protestants pour la plupart, pillent, violent, torturent et assassinent sans discernement. Le pape Clément se réfugie au château Saint-Ange, où il restera assiégé pendant 6 mois. Peu après cette tragédie, Anton renonce à sa succursale romaine. La ville d'Augsbourg ne cesse d'osciller entre les deux religions. Finalement, les élites dirigeantes se convertissent au protestantisme et Anton est obligé de quitter la ville. Mais rapidement, l'armée impériale est aux portes de la ville renégate. Une fois les luthériens avec leur cohorte, ensuite nous, une fois là, une fois là-bas. N'oubliez jamais que cette guerre nous rapporte. Cette guerre nous coûte autant qu'elle nous rapporte.
La guerre, ce n'est jamais bon pour les affaires. Il n'y a pas si longtemps de ça, on a encore détourné un de nos bateaux. Ce n'est pas dramatique. L'important, c'est que vous soyez du bon côté, le premier soutien du camp de l'empereur. Oui. Et ma ville natale, alors, Augsbourg, elle est tombée aux mains des luthériens. Ça ne durera pas. L'armée impériale sera bientôt aux portes de la ville, et quand elle y sera, ils ne pourront pas résister. L'armée impériale campe devant Augsbourg et menace la ville d'un châtiment terrible. Lorsqu'il est évident que la Ligue de Schmalkald est vaincue, Anton Fugger prend la tête d'une délégation qui va se prosterner aux pieds de l'empereur. Et il offre tout ce qui est en son pouvoir pour trouver un compromis. Alles an, was in seiner Macht steht, hier zu einem Kompromiss zu kommen. Je vous en conjure, faites preuve de mansuétude, épargnez Augsbourg. Je vous en implore au nom du Conseil. Soyez clément avec ces brebis égarées. Hors de question. Ma seule envie, c'est de réduire cette ville en cendres pour faire un exemple une bonne fois pour toutes. Je refuse toute négociation, c'est la soumission totale ou la mort. Quelles que soient les contreparties, quelles qu'elles soient. À moins que vous n'arriviez à réunir une somme de plus de 300 000 florins. Et il y a une autre condition. Je vous écoute. Les doyens du Conseil devront me baiser les pieds. Il s'agit bien sûr d'une réconciliation. Mais pour les commerçants protestants d'Augsbourg, elle est motivée par des raisons économiques. Les affaires doivent se poursuivre le plus tranquillement possible. Il est important pour Anton Fugger que sa relation avec la maison de Habsbourg ne soit pas altérée. Et que sa ville, centre économique et marché de capitaux, ne soit pas trop affaiblie. Mais ce n'est pas fini. Les princes électeurs allemands prennent position dans les luttes engendrées par la Réforme. Ceux de Saxe deviennent les adversaires éternels de Charles Quint que la chance au combat abandonne. Anton Fugger doit lui accorder sans cesse de nouveaux crédits qui ne sont pas couverts. Cette politique aura de graves conséquences. Augsbourg est sous le joug des Saxons. Le monde est sans dessus-dessous. Cette ville sur les rives de la Lèche, réduite à l'instabilité constante, cela me déchire le cœur, alors que ça devrait me laisser de glace. À l'heure où nous parlons, sans vous, je ne suis plus rien, Fugger. Que pourrais-je encore faire pour vous? Cette guerre perpétuelle est excessivement usante. Qu'est-ce que vous croyez, que je mène cette guerre par pure malice? Je suis obligé d'agir, sinon tout va s'écrouler. L'ordre ancien est en train de se fissurer de toutes parts, comme moi. Je suis malade, je ne veux plus combattre, mais je n'ai pas le choix, on m'y oblige. Fugger, il faut que vous m'accordiez une toute dernière fois 400 000 florins. Si je peux vous en donner une part, ce sera bien. Vous vous souvenez sûrement du précepte que vous avez vous-même énoncé. Qui ne prête pas suffisamment gaspille beaucoup au bout du compte. L'immense empire romain germanique, avec tous ses territoires, petits et grands, connaît une grave crise interne. Charles Quint, après près de 40 ans de règne, plonge dans une profonde résignation. Il abdique en 1555 en faveur de son fils Philippe d'Espagne et se retire dans un monastère espagnol. Anton, quant à lui, doit continuer à lutter contre des évolutions qu'il n'arrive plus à maîtriser ni à comprendre. La mort était un soulagement pour Charles Quint, qui succombe à la malaria en 1558. Il laisse derrière lui un empire difficile à gouverner.
Anton Fugger reste encore 2 ans à la tête de l'entreprise familiale. L'Espagne, pays d'élection du défunt empereur, a une importance capitale pour l'entreprise Fugger, qui administre depuis 1525 à Almadén, en Castille, des gisements de cinabre, un minerai dont on extrait le mercure. Mais les banquiers allemands sont confrontés à une nouvelle crise qui les affaiblit considérablement, la faillite de l'Espagne. Le successeur de Charles Quint, Philippe II, décrète depuis son palais monastère de l'Escurial que les dettes de l'État ne seront plus honorées. Le système de crédit, basé sur la réciprocité, n'a plus aucun sens. C'est une catastrophe pour les Fugger. On entre dans une ère nouvelle. On a compris qu'aucune expansion commerciale n'était concevable sans crédit, malgré les dangers que cela comporte. Mais on ne comprend pas, à l'époque, un élément fondamental qui est apparu lors de la crise actuelle, dans laquelle nous sommes tous plongés: la répartition des risques. Pierpont Morgan a très bien formulé cela. On ne devrait jamais accorder à un emprunteur un crédit qui lui permette de devenir plus puissant que son prêteur. C'est ce processus qui a sonné la fin des Fugger. Nous voici à présent le 11 août 2011. Une journée ordinaire à la bourse de Francfort. Une crise chasse l'autre, un phénomène considéré aujourd'hui comme presque normal. Comment en sommes-nous arrivés là? Les Fugger ont vécu les débuts de l'époque moderne. Ils ont créé un empire économique dont l'influence s'étendait déjà à quasiment tous les domaines. Aujourd'hui, les facteurs économiques gouvernent encore davantage nos vies. Avec la maximisation des profits à tout prix, la bourse vit en permanence dans le provisoire. L'accélération des circuits de transactions crée un climat d'insécurité. La distance est infinie entre celui qui gagne et celui qui perd, celui qui grimpe et celui qui s'effondre. Les priorités ont changé. De nos jours, un rendement de 15% serait encore trop faible. Si vous perdez 50%, vous devez en récupérer 100%. Les Fugger ont débuté comme tisserands. Ils sont ensuite devenus commerçants, puis banquiers et prêteurs. Cette évolution a eu lieu dans le cadre d'une économie alors facile à contrôler. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'au début de cette nouvelle ère, les concepts économiques n'existaient pas. Il n'existait pas de système économique rassemblant production, marché et politique. Les Fugger ont su utiliser et rassembler les 3 pôles de ce triangle. Ils les ont intégrés. Aujourd'hui, malheureusement, on assiste à leur dislocation. On négocie ce qu'on n'a pas produit, etc. Dans la situation actuelle, la circulation de l'argent domine la circulation des biens. Autrefois, la circulation des biens déterminait celle de l'argent. On gagnait de l'argent grâce à la production. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Grâce à l'argent, on gagne beaucoup d'argent, qu'on investit ensuite dans la production. C'est le monde à l'envers. Les problèmes avec lesquels nous nous débattons existaient déjà il y a 5 siècles. L'endettement de l'État, l'aspiration à créer des monopoles ou la dépréciation monétaire. Aujourd'hui, l'augmentation de la masse monétaire est basée sur des instruments financiers artificiels, qu'on appelle les produits financiers dérivés. Autrefois, on appauvrissait la monnaie. À la place de l'or, on prenait de l'argent. À la place de l'argent, on prenait du cuivre. Et à la place du cuivre, on prenait du fer.
Dans le système monétaire que nous connaissons aujourd'hui, les produits financiers dont on nous parle ne sont en fait que des escroqueries. Quelques personnes bien informées en arnaquent d'autres moins informées et sont seules à pouvoir se servir des programmes hyper sophistiqués qui permettent de savoir à l'avance si les actions vont monter ou descendre. Le citoyen lambda ne peut absolument pas suivre. Je pense que ce système n'a aucun avenir. Existe-t-il, pour sortir de cette crise permanente, des moyens qui s'inspireraient des méthodes des Fugger? Qui étaient ces banquiers du XVe siècle? Loin des marchés qui dictent nos vies, ils nous ont laissé des pistes. Les Médicis étaient riches. Les Fugger ont montré qu'on pouvait le devenir en partant de très bas. Le mythe du cireur de chaussures devenu milliardaire renvoie à ces tisserands qui ont été les premiers dans cette voie. La mort d'Anton en 1560 marque un tournant important dans l'histoire de la famille Fugger. Il est enterré dans son château de Babenhausen. Si la saga des deux précurseurs, Jacob le bâtisseur de fortune et Anton le conservateur, tire à sa fin, la dynastie qu'ils ont créée existe toujours. Au château de Babenhausen, l'imposante galerie des ancêtres montre que le retrait des Fugger de la scène mondiale ne signe pas la fin de la dynastie. Les héritiers s'attachent à préserver leur château. Ils soutiennent les arts et apportent leur contribution à des organisations caritatives. L'image de cette famille aux larges ramifications est impressionnante. Elle représente une tradition sans arrogance, consciente de ce qu'elle est et qui ne place pas sa fierté dans sa fortune. Le château doit être entretenu. Mon mari s'en est occupé pendant des décennies, à la suite de mon beau-père, le prince Karl Ernst Fugger. Quand ce dernier est arrivé ici, on appelait cette demeure l'Escurial de Souabe. Vous recevez aussi en héritage la responsabilité de préserver le château et de le transmettre à votre successeur pour qu'il puisse continuer la tâche. C'est pour cela que la maxime que l'on peut lire dans la cour intérieure est tellement importante. Seigneur Jésus-Christ, ceci est un prêt que tu nous fais. Toi seul es ici chez toi, nous ne faisons que passer. Certes, nous en sommes les propriétaires, mais nous avons l'obligation de le maintenir en état. Bien sûr, c'est également une joie, mais cela représente beaucoup de travail et de dépenses. Si je m'appelais aujourd'hui Mayer ou Huber, cela ne changerait rien. Nous sommes qui nous sommes. Je sais la chance que j'ai de faire partie d'une famille comme celle des Fugger. C'est un bonheur, mais qui comporte aussi des obligations. Retournons un instant à la Fuggerei, le premier ensemble de logements sociaux qui ait jamais été construit. Un véritable joyau qui devrait servir de modèle à notre société. C'est tranquille. Nous sommes en pleine ville et pourtant tout est calme. On se sent bien. Ici, vous avez la cloche. Chaque cloche a une poignée différente. Au XVIe siècle, les hommes partaient travailler au loin. Et à leur retour, ils ne savaient plus quelle était leur maison.
On a donc fait des poignées différentes pour qu'il s'y retrouve. C'était comme ça à l'époque.